Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi pour notre édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter. Puis Territoire d'info avec l'invité politique en direct sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est Jean-Marc Germain, candidat sur la liste PS Place Publique aux élections européennes, qui sera là. Enfin, la troisième partie réservée à l'actualité sénatoriale. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires dans un tout petit instant. À tout de suite. Certaines routes secondaires vont-elles repasser de 80 à 90 km/h ? Édouard Philippe a évoqué cette possibilité à condition que ce soit les présidents de conseils départementaux qui prennent cette décision. Concrètement, chaque élu pourra choisir ou non de relever la vitesse à 90 km/h. Une annonce du Premier ministre qui ne satisfait pas du tout certains présidents de conseils départementaux. Le remplacement des 20 000 panneaux à 80 km/h ont coûté entre 6 et 12 millions d'euros à l'État. Geoffrey Priol pour Via Occitanie. Certaines routes secondaires vont-elles repasser de 80 à 90 km/h ? Édouard Philippe a évoqué cette possibilité à condition que ce soit les présidents de conseils départementaux qui prennent cette décision. Concrètement, chaque élu pourra choisir ou non de relever la vitesse à 90 km/h. Une annonce du Premier ministre qui ne satisfait pas du tout le président du conseil départemental de l'Ariège, Henri Neyroux. Il remet toute la responsabilité de passer à 90 km/h aux élus que nous sommes, avec tous les risques qu'il y a bien sûr sur la sécurité des personnes, mais aussi sur les problèmes de responsabilité pénale. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Même son de cloche du côté de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Hermeline Malherbe étudie cependant la possibilité d'ajouter un séparateur central sur les routes secondaires qui n'en sont pas pourvues. Un moyen d'augmenter la vitesse sans pour autant toucher à la responsabilité pénale de l'État. C'est que j'ai demandé à mes services de regarder toutes les routes départementales aujourd'hui à 80 sur lesquelles il y aurait une possibilité d'aménager un terre-plein central pour pouvoir faire un passage à 90 dans les règles actuelles. Le remplacement des 20 000 panneaux à 80 km/h a coûté entre 6 et 12 millions d'euros selon l'État. On poursuit ce journal avec des sueurs froides pour les utilisateurs de Parcoursup, alors que des candidats qui avaient d'abord reçu une réponse positive pour leurs vœux ont finalement découvert qu'ils étaient placés sur la liste d'attente. La plateforme Parcoursup n'en finit pas de décevoir. Les élèves de terminale des filières générales ont reçu les premiers résultats de leur admission et si une nouvelle mesure favorise les filières technologiques et professionnelles, cela occasionne quelques sueurs froides à d'autres. Regardez ce reportage de Lucie Dénéchaud pour TL7. Sophia souhaite poursuivre ses études dans un DUT de technique de commercialisation. Pour le moment, elle est acceptée en fac de langue étrangère appliquée, un choix qu'elle a fait par défaut. En venant en bac ES, je me suis dit un bac général, c'est solide, ça va m'ouvrir les portes que je veux et si j'ai un bon niveau, j'y accéderai. Quand je suis allée aux portes ouvertes de DUT, ils m'ont dit que le bac ES était parfait, ils prenaient bac ES et STMG, donc techno. Et puis là, je vois que je suis en liste d'attente un peu loin, très loin placée pour y accéder. Et voilà, donc c'est décevant, c'est choquant et c'est triste. C'est un avenir qui va peut-être nous passer sous le nez, mais bon. Pour beaucoup d'élèves de cette classe, c'est la même histoire. Ils sont acceptés sur leur dernier choix, celui qu'ils ont fait pour ne pas se retrouver sans rien. Il n'y a pas assez de vœux à mettre dans le seul secteur que l'on souhaite et du coup on met d'autres choses en se disant si je ne suis pas acceptée j'irai dans un autre secteur, c'est pas grave, mais une fois qu'on est au pied du mur, si c'est grave parce qu'au final on va peut-être faire des choses qui ne nous serviront pas ou on va se réorienter suite à ça et du coup on aura perdu 1 ou 2 années peut-être, enfin c'est n'importe quoi, c'est frustrant en fait. En cause, la volonté de favoriser l'accès au bac professionnel et technologique sur les BTS et les DUT. Sur une promotion de DUT ou de BTS de 30 élèves, on ne retient que 3 élèves de filière générale. Donc, résultat, pour nos élèves avec pourtant un très très bon dossier, on se voit refuser en DUT, en BTS ou alors en liste d'attente à une place qui ne laisse aucun espoir. C'est finalement pénalisant d'avoir préparé un bac général.
Fini la gloire du bac général, donc désormais si un élève souhaite faire un DUT ou un BTS, il a plus de chances d'y arriver en passant par un bac technologique. Une discrimination positive qui ne satisfait pas les enseignants des filières générales. Évidemment que ce n'est pas une critique sur la place qu'on accorde aux élèves issus des filières professionnelles et technologiques dans les DUT et BTS, bien évidemment non. Mais il y a quand même des choses à changer sur le nombre d'élèves de filières générales admis dans ces filières-là. Les élèves de terminale devront faire une première acceptation de choix. Pour beaucoup, ce sera un casse-tête, un stress dont les élèves n'ont pas vraiment besoin à quelques jours du début des épreuves du bac. De quoi vous faciliter la vie si vous élevez des enfants seuls, permettre aux parents seuls de confier leurs enfants à une assistante maternelle tout en bénéficiant d'un accompagnement dans la recherche d'un emploi. C'est ce concept qui est proposé par les crèches à vocation d'insertion professionnelle. Un type de structure peu courant et que le gouvernement souhaite développer avec près de 300 ouvertures espérées d'ici 3 ans. Michael Joly pour Via Grand Paris nous en parle. Bonjour madame, bonjour les enfants. Ce matin-là, les enfants de cette crèche de Garges-les-Gonesse reçoivent une visite un peu particulière, celle de la secrétaire d'État Christelle Dubos et de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Ici, une vingtaine d'assistantes maternelles de la ville viennent régulièrement pour permettre à une 60aine d'enfants d'être ensemble. Mais la vocation de ce lieu ne s'arrête pas qu'à la garde des enfants. À peu près 50% de nos places sont réservées à des familles qui sont en recherche d'emploi. Il s'agit souvent de mamans monoparentales qui sont en difficulté pour se réinsérer socialement. Donc nous, on leur propose de les accompagner sur un projet de réinsertion. Alors ça peut être de l'accompagnement sur une formation, c'est de retravailler ensemble leur projet professionnel. Parmi celles qui ont bénéficié de ce suivi, Samina. Cette maman élève seule sa fille et a trouvé, il y a quelques mois, un emploi d'agent logistique au sein de la Poste. On ne peut pas chercher du travail parce qu'à l'enfant, des fois tu peux trouver et puis je vais faire comment avec l'enfant. Mais grâce à vous, maintenant, je peux la déposer, je pars au travail. Et je suis tranquille et puis je sais que là, moindre de choses, la directrice, elle est toujours là. Ce dispositif de crèche avec accompagnement professionnel pour les parents devrait être amené à se développer. C'est en tout cas le souhait du gouvernement qui y voit notamment une manière de lutter contre les inégalités sociales. Le président de la République a dit que les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant étaient décisifs et qu'il conditionnait malheureusement beaucoup le restant de sa vie, de son évolution. Et donc on a fait ce choix-là de prendre un certain nombre de décisions qui permettent d'agir dès le plus jeune âge dans la vie des enfants. L'ouverture de ces structures devrait être à l'avenir soutenue financièrement par l'État dans le cadre de son plan de lutte contre la pauvreté d'une enveloppe de 8,5 milliards d'euros. Avec cette mesure, le gouvernement vise l'ouverture de 300 crèches comme celle-ci d'ici 2022. C'est un fléau estival. Chaque été, les incendies ravagent les massifs du sud-est. Pour régénérer la flore, Oxygène Plus fabrique des bombes à graines. Vous allez le voir, il s'agit de boules de la taille d'une balle de ping-pong composées d'argile, de compost et d'essence d'arbre. Un beau projet qui favorise aussi la solidarité, comme nous l'explique Manon Mujica de Provence Azur TV, notre partenaire sur place. Dans le vallon de l'Aigle, les stigmates sont toujours visibles. Il y a 3 ans, près de 500 hectares de végétation sont partis en fumée sur la côte bleue. Pour reboiser la zone, ce martégal a dépoussiéré une ancienne technique, les seed bombs, en français des bombes à graines lancées ici en pleine garrigue. Des graines enrobées dans de l'argile et du compost. Aux prochaines pluies, la boulette se dissoudra et germera. Chêne, érable de Montpellier, pistachier, lentisque. Une seule bombe renferme une quinzaine d'espèces. On s'est rapproché d'ingénieurs dont c'est le métier, de l'ONF qui a été assez sympa avec nous, qui nous ont aiguillés, qui nous ont donné une liste d'espèces endémiques de notre territoire et on a pris bien grand soin de notre côté de ne pas utiliser de pin d'Alep qui aujourd'hui pose problème dans notre région en raison de sa forte combustibilité. Un chêne, avant que ça brûle, il va falloir peut-être 5 fois plus de temps qu'un pin d'Alep et le pin d'Alep, les branches explosent, les pines de pin explosent, ça propage le feu très loin. Avec le chêne, on n'a pas forcément ces problématiques-là. Donc là, on peut voir que c'est très bien pour les sols escarpés. Quand on sait viser.
Un projet écolo et solidaire pour confectionner les boules végétales des petites mains, des écoliers, des retraités ou encore ici des personnes en situation de handicap mental. Plusieurs foyers des Bouches-du-Rhône sont partenaires de l'initiative. Oui, on en fabrique pas mal. On a commencé depuis le mois de septembre. Sur chaque atelier, on en fabrique 100 à 150. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour le lancer, on en avait à peu près 1000. Donc ce qui est déjà pas mal du coup par rapport à la fabrication et le temps qu'ils donnent chacun pour ce beau projet. Le projet est financé par un réseau d'entrepreneurs locaux. Rémi Bagur a démarché également plusieurs villes, Carry-le-Rouet, mais aussi La Penne-sur-Yvonne ou encore Martigues. On part pour les Antilles maintenant. La commune de Trinité se situe sur le littoral atlantique. Historiquement territoire des Indiens Caraïbes, le lieu stratégique a été colonisé dès le XVIIe siècle et peu à peu les Indiens furent chassés de la Martinique. Mais la communauté indienne de Martinique espère aujourd'hui davantage de collaboration entre l'île et ce pays devenu première puissance mondiale, il est vrai. Une délégation de l'ambassade d'Inde en France s'est rendue à la Trinité il y a quelques jours. Yoann Boulard pour Via TV Martinique les a rencontrés. Regardez. Je vous suis ? Oui. D'accord, très bien. Voilà. Les pas du maire suivis de ceux de la délégation. Très contente que ça se déroule sur ce qu'il était, une reconnaissance, une belle reconnaissance. La communauté indienne de Martinique est présente. De cette visite, elle espère une main tendue d'un pays devenu puissance mondiale. Si ce gouvernement indien peut apporter un plus à notre jeunesse, à notre pays, à notre manière de vivre, pourquoi pas? On va en profiter aussi. L'Inde, en l'occurrence, montre qu'il y a la possibilité pour des associations qui sont en Martinique de monter des projets qui seraient autant de ponts entre l'Inde et la Martinique. Un lien vieux de 184 ans, mais oublié par l'histoire. Nous sommes en 1835, les premiers Indiens arrivent en Martinique sous contrat pour travailler. Qu'on puisse reconnaître cette composante indienne. Et aujourd'hui, si nos élus prennent conscience qu'il faut faire des manifestations pour établir, eh bien, pour nous, c'est tout, on peut dire, c'est intéressant pour la Martinique, pour l'enrichissement de la Martinique et de la créolité. Pour le maire de Trinité, il faut donc aller plus loin, édifier des projets et des lieux de mémoire. Offrir à la communauté indienne un espace culturel et cultuel sur le quartier Galion, puisqu'il y a là un temple hindou. Un projet porté par la mairie et les associations, maintenant soutenu par ces ambassadeurs de l'indianité en France. Les villes nous font part de leurs projets et dans la mesure du possible, nous les appuyons. Nous ferons un compte rendu à notre ambassade et nous verrons comment nous pourrons les accompagner dans les activités culturelles qui peuvent être développées ici. Le déplacement de ces représentants de l'ambassade d'Inde en France s'est ponctué par une visite du Galion, un des sites destinés à promouvoir la culture indienne. Voilà, on passe aux une de la presse quotidienne régionale pour faire suite dans ce journal des territoires. Bonjour Saveria, on démarre avec la une de l'Ardennais et c'est l'affaire Vincent Lambert qui est dans l'actualité ce matin. L'arrêt des traitements est prévu aujourd'hui jusqu'au bout. Ses parents auront tout tenté après avoir imploré le président de la République de s'opposer à un crime d'État commis au prix d'un coup de force contre l'État de droit, ce sont leurs mots. Les avocats des parents de Vincent Lambert ont annoncé déposer 3 nouveaux recours pour tenter de stopper l'arrêt des traitements de l'ancien infirmier de 42 ans. Vincent Lambert est dans un état végétatif chronique depuis un accident de la route en 2008. Il souffre de lésions cérébrales irréversibles selon les experts. La décision d'arrêter ces traitements oppose 2 parties de sa famille depuis 2013. Son épouse Rachel et 6 frères et sœurs du patient ont accepté la décision prise par les médecins de l'hôpital de Reims. Pierre et Viviane Lambert, ses parents, proches des catholiques intégrés de la fraternité Saint-Pie X, ainsi qu'un frère et une sœur s'y opposent. Ils ont participé hier à un rassemblement devant le CHU de Reims réclamant la vie pour Vincent. Voilà la une du Républicain, Laurent, ce sont les européennes et l'abstention toujours en tête. Tous les sondages sont d'accord sur un point, les abstentionnistes seront plus nombreux que les votants le 26 mai. Depuis 20 ans, en effet, moins d'un Français sur 2 se rend en moyenne aux urnes pour élire les eurodéputés. La participation tombe même à 43% lors du scrutin de 2014, sauf
qu'une abstention record pourrait cette année avoir des effets décisifs à l'échelle nationale. Élections intermédiaires sans véritable proximité avec les citoyens. Les européennes seraient vues comme un scrutin de second ordre où tout est permis, voter par conviction ou s'abstenir. Voilà, dans l'Indépendant de Perpignan, c'est du glyphosate qui est détecté dans les lacs et les cours d'eau de la région. Les traces de glyphosate et autres désherbants ont été retrouvées dans les lacs et rivières du pays, selon Génération Future, dans les Pyrénées-Orientales. Génération Future fait état de 65% de tests positifs. En 2015, au total, 232 substances de pesticides ou de perturbateurs endocriniens ont été trouvées au moins une fois dans un département, avec en moyenne 41 substances actives par département. Les 3 substances qui arrivent en tête sont le glyphosate, l'atrazine, c'est un désherbant interdit depuis 2003, et le méthalachlore, un herbicide, précise l'association. Voilà, le Midi Libre, autre grand journal d'Occitanie. C'est le petit déjeuner gratuit qui entre à l'école en Occitanie. C'est l'une des mesures phares du plan pauvreté annoncé en septembre dernier par Emmanuel Macron. L'État va financer des petits déjeuners gratuits dans les écoles de certaines zones défavorisées. C'est une première en Occitanie en phase de test, notamment à Carcassonne. La mesure doit lutter contre la malnutrition. Le petit déjeuner gratuit à l'école sera généralisé en septembre. Il va concerner 100 000 enfants dans les écoles volontaires appartenant à une REP, le réseau d'éducation prioritaire. L'objectif, c'est de permettre aux enfants de ne pas commencer la journée le ventre vide, de rester concentré toute la matinée et puis d'apprendre dans les meilleures conditions, explique le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Merci Saveria. On passe au Club de la Presse dans un instant. Jérôme Cordelier et Jean-Marc Chevauché sont avec nous. Jérôme Cordelier, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef des éditions locales et régionales du Point. Merci d'être avec nous ce matin. Et bonjour Jean-Marc Chevauché. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du Courrier Picard, un des journaux du groupe Rossel. Merci d'être avec nous ce matin. On va démarrer avec vous sur l'Europe. Vous titrez à la une du Courrier Picard, à propos des élections européennes, « L'Europe, une bonne nature ». C'est le bilan de l'Union européenne qui est très positif en matière environnementale. Alors il est très positif en Picardie. On s'y attendait pas, en Picardie. Et beaucoup plus en Picardie d'ailleurs que dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, puisque maintenant 5 départements forment la grande région des Hauts-de-France. Mais grâce au travail de l'exécutif du conseil régional précédent, qui a précédé tous ces regroupements en Picardie, les accords sont beaucoup plus faciles à trouver avec l'Europe et la Picardie dispose de parcs naturels régionaux. C'est la préservation de l'environnement, précisément. Il arrive même parfois que les préfets aillent moins loin que l'Europe. Il arrive parfois que des arrêtés préfectoraux soient pris et qu'ils ne soient pas tout à fait conformes au droit européen. Alors il y a des contrats de partenariat qui sont justement plébiscités. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors ça fonctionne très très bien, la préservation de la nature, et c'est vrai que... Avec des éleveurs, avec des agriculteurs. Oui. Et c'est vrai qu'on a réussi aussi à introduire des éleveurs et des agriculteurs dans des domaines qui devraient être totalement protégés, vierges de toute activité, mais les conditions de partenariat sont telles que les choses se passent de manière raisonnée. Et il est vrai que la nature, de ce point de vue-là, est beaucoup mieux préservée depuis l'application de toutes les directives. Dites-moi, est-ce que les gens en ont conscience en Picardie de cela ? Comme ailleurs, Cyril, je ne pense pas. Non, ils n'en ont pas conscience. Comme ailleurs, je ne pense pas. Mais que voulez-vous ? C'est notre métier de le signifier, c'est ce que nous faisons cette semaine. Il y a également un papier sur les forces eurosceptiques qui pèsent lourd dans le scrutin, on y reviendra tout à l'heure. C'est tout un panel de forces européennes qui ont un poids qui est finalement loin d'être négligeable dans beaucoup de pays de l'Union aujourd'hui. Oui, puis alors il s'agit de s'intéresser à ce que feront ces groupes après. Parce qu'à un moment donné, il faudra s'allier. Avec qui vont-ils s'allier ? Alors... s'allieront-ils avec des gens qui se revendiquent parfois même comme d'authentiques nazis, en Europe ça existe, ou vont-ils être un peu plus démocratiques ? Jérôme Cordelier, ce poids-là, au fond, de ces partis dits populistes dans l'élection européenne, vous en pensez quoi ? Vous pensez que ça sera traduit par les urnes quand on voit que l'abstention va être aussi forte qu'on le dit ? Aux prochaines élections européennes, il y a un fort risque, évidemment, qu'il y ait des minorités anti-européennes qui se
se retrouve avec une possibilité de contrôle de l'Union européenne. Hein. C'est pour ça que l'enjeu du 26 mai est majeur. Mais comment vous expliquez cette il faut que abstention les gens se mobilisent, en tout cas les gens qui sont pour l'Europe se mobilisent pour... Comment vous l'expliquez? Parce que là, par exemple, dans Courrier Picard, il y a un sujet très, très précis, très clair sur ce qu'amène l'Europe, donc à ce département, on peut le dire, cette région. Vous disiez il y a un instant, Jean-Marc Chevauché, les gens n'en ont pas très conscience. Comment leur faire prendre conscience que l'Europe, ça a aussi des avantages très importants. En faisant ce que fait le Courrier Picard, par exemple, puisque je viens d'apprendre sur votre plateau, par exemple, que l'Union européenne en faisait autant, et notamment en Picardie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème de communication et de transmission. C'est-à-dire, en fait, de promotion positive de l'Europe. C'est-à-dire qu'on voit toujours l'Europe comme quelque chose d'éloigné. C'est quand même ça a été le grand échec de cette campagne, ça. Depuis toutes ces années, on considère encore l'Europe comme une espèce de machin, aurait dit De Gaulle, pas à propos de l'Europe, il disait à propos de l'OTAN, mais de manière éloignée, loin des considérations et tout. Et c'est vrai qu'on prête le flanc à des considérations populistes, comme peut le faire Salvini en Italie. Il y a un papier dans Le Point très intéressant sur Salvini, qui surfe beaucoup sur cette vague populiste et souvent un peu fantasmée. Et donc c'est ça qu'il faut combattre, mais malheureusement, c'est très difficile pour les europhiles actuellement de se faire entendre dans un débat où le populisme est encouragé médiatiquement dans les manifestations. Enfin, on l'a vu à propos des Gilets jaunes quand même. 34 listes, c'est aussi la conséquence de tout ça? Sans doute. On peut le voir de plusieurs manières. Hein. Vous avez le choix, mais quelque part, vous n'avez pas vraiment le choix non plus, puisque vous en avez trop, et que donc... un peu n'importe qui aujourd'hui fait une liste européenne, il faut bien le dire quand même. 34 listes, c'est beaucoup trop. Il faut vraiment le dire. C'est beaucoup trop. Il y a des gens qui n'ont pas la place dans ce débat européen, qui ne devraient pas y être. Il faut des critères plus sévères. Alors, c'est le vrai bilan de Toulouse qui nous occupe aujourd'hui, qui est à la une du Point édition locale, avec un audit d'Agnès Verdier-Molinier, avec une Toulouse plutôt bonne élève. Hein, oui, c'est ce que dit Agnès Verdier-Molinier, qui nous a fait un audit financier. Hein. Donc, elle est la patronne de l'IFRAP, comme vous savez. Donc, elle a passé au scalpel les comptes de la ville et de la métropole de Toulouse. Toulouse à l'équilibre. Voilà, plutôt à l'équilibre. Alors, après, ça dépend des critères et puis des choses qu'on emploie. Par exemple, sur la pression fiscale, vous savez que Jean-Luc Moudin, contrairement à ce qu'il avait dit pendant la campagne électorale, a augmenté massivement les impôts la première année. Et donc, par exemple, sur la dette ou sur... c'est une des villes les moins endettées de France. Voilà. Sur les dépenses de fonctionnement aussi, c'est une ville qui est plutôt dans la bonne strate des villes de même catégorie. Alors, il y a une grande interview de Jean-Luc Moudin, le maire de Toulouse, qui s'est récemment rallié d'ailleurs à la liste de François-Xavier Bellamy, alors qu'on l'attendait plutôt du côté de La République En Marche et de Renaissance. Oui, non, parce qu'on dit qu'il fait partie des maires Macron-compatibles, comme on dit. Mais bon, il a toujours été LR, il reste LR. Mais c'est vrai que comme il est passé pour être Macron-compatible, on considérait qu'il s'est rallié. Mais non, il prend celui de son parti. Mais c'est vrai qu'il faisait partie des gens qui ont observé au début François-Xavier Bellamy avec un air un petit peu distancé. Donc là, il s'est rallié, comme vous dites. Ce qui est intéressant, c'est l'interview qu'il donne. Ça fait longtemps que j'interviewe. Je ne suis pas un garçon qui se replaît de ses certitudes. Voilà. Et il y a une analyse notamment de son côté radical, c'est-à-dire comment radicalisme au sens d'Edgar Faure. Hein, donc, comme on est dans la ville... Radical socialiste. Voilà, comme on est dans la ville... Du radicalisme, il raconte ça, il décrypte ça, c'est très intéressant. Et puis Guy Novès, qui ne pardonnera jamais, c'est son conflit avec Bernard Laporte. Alors Guy Novès, lui, c'est le rugby, sa vie, son avenir, c'est l'entraîneur le plus titré de France, il faut le rappeler quand même. Entraîneur le plus titré de France, entraîneur mythique du Stade Toulousain, et qui a été, vous savez, viré par Bernard Laporte, le président de la FFR, mais qui a gagné son procès devant les prud'hommes et qui a gagné 1 million d'euros. Oui. Et donc, il n'a pas digéré quand on lit l'interview. Là, il lâche ses coups. Ce qui est bien, c'est que Guy Novès, il est en interview comme sur le terrain, c'est-à-dire c'est brut de décoffrage, mais il dit ce qu'il est, puis surtout il confie son amour du rugby et
c'est toujours plaisant de l'entendre, Guy Novès. Hein. C'est un personnage, hein, je trouve, qui fait partie du patrimoine national. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Toulouse? Ça reste une grande ville étudiante, ça reste une ville très animée. Parce qu'on a beaucoup entendu parler de Toulouse à propos de la crise des Gilets jaunes, hein, vous le savez. Bien sûr, dans le centre, c'est une des villes qui a été les plus impactées par ça. Mais en même temps, c'est une des villes les plus attractives de France, avec Montpellier. Hein. On fait en même temps une édition Montpellier. Et c'est une ville qui est en profond développement. Bon, ce développement est quand même lié aussi au fait que est-ce qu'ils vont avoir le TGV ou pas. Ça, c'est la grande inconnue à Toulouse. Notamment pour le grand quartier autour de la gare, qui va changer complètement la physionomie de la ville et qui est en train de créer des remblasses au cœur de Toulouse. Donc Toulouse va devenir Barcelone et donc il y aura à la fois l'art de vivre et puis une économie très florissante avec Airbus notamment. Jérôme Cordelier, c'est la une du point édition local. Jean-Luc Moudinque, le vrai bilan de Toulouse avec les tops et les flops. Et puis oui, on passe au scalpel vraiment tout Toulouse. Tout le bilan. Et puis le courrier Picard, il ne faut pas l'oublier, l'Europe a préservé la nature. Hein. Il y a un domaine où l'action de l'Union européenne est plutôt appréciée positivement, c'est celui de la préservation de l'environnement en Picardie. Merci. On peut retrouver d'ailleurs ces papiers sur les sites internet de vos journaux respectifs, le Courrier Picard notamment. Messieurs, vous restez avec nous puisque vous serez là pour le débrief de l'actualité et des propos de notre invité politique ce matin qui est Jean-Marc Germain, qui est candidat sur la liste PS Place Publique aux élections européennes. Tout de suite, c'est la météo des territoires. Vous allez voir, il pleut quand même en France. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est notre invité politique Jean-Marc Germain qui sera présent sur ce plateau. Il est candidat sur la liste PS Place Publique aux élections européennes. Mais tout de suite, on va se rendre du côté du reste du monde, ce qui s'y passe avec le Zap Monde de TV5 Monde, ce que vous devez en retenir. On part en images pour la Suisse qui approuve un durcissement de la législation sur la détention d'armes. Puis nous partirons ensuite en Égypte où un attentat a eu lieu. Un bus de touristes a été visé par une explosion au Caire. 17 personnes ont été blessées. A tout de suite avec notre invité politique après le Zap Monde de TV5 Monde. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. C'est donc oui à plus de 64%. Les Suisses ont voté en faveur d'un durcissement du contrôle des armes et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont nombreuses dans le pays. 2,3 millions d'après un centre de recherche genevois, soit 3 armes pour 10 habitants. Un véritable arsenal dans un pays où le tir sportif est une vraie passion. Pour les opposants, eh bien, le fait de posséder une arme, c'est une liberté qualifiée de fondamentale qui était mise en péril. Ils ont martelé la dimension culturelle du tir sportif en Suisse. Ils ont convoqué la figure du bon citoyen armé, prêt à défendre ses proches et la nation. Les premières images de l'autobus avec des vitres qui ont volé en éclats laissent peu de place au doute. C'est bien une explosion qui a atteint ce véhicule rempli de touristes dimanche après-midi près du Caire en Égypte. Le lieu choisi est très symbolique, près des fameuses pyramides de Gizeh et du musée des Antiquités encore en construction, un haut lieu de la culture et de l'industrie touristique du pays. L'attaque rappelle une action similaire en décembre dernier dans la même zone. 3 touristes vietnamiens et leur guide égyptien avaient été tués. Des déchets canadiens aux Philippines. Le problème fait désordre. Cela a même pris des tournures d'incidents diplomatiques entre les deux pays.
Mani reproche à Ottawa de ne pas avoir respecté le délai de récupération des ordures illégalement expédiées aux Philippines entre 2013 et 2014. En 2015 déjà, sur ces pancartes, les manifestants adressaient un message au Canada. Récupérez vos ordures maintenant. Mais cela a pris du temps, trop de temps, selon l'archipel. Le Canada avait jusqu'au 15 mai pour les récupérer, mais le délai dépassé, Mani a décidé de réagir et a rappelé son ambassadeur et ses consuls au Canada. Sulgene Mamadou est guinéen. Et pour soigner son fils, c'est la Tunisie que cet ingénieur a choisi. Alpha a 15 ans et doit être opéré d'urgence. Il présente une pathologie cardiaque grave. Au lieu d'aller ailleurs, on me dit que tout ce qu'on peut faire en Europe, là-bas, on peut le faire en Tunisie, c'est en matière médicale. La Tunisie accueille de plus en plus de patients venus de l'étranger. C'est la deuxième destination du continent derrière l'Afrique du Sud. Un tourisme médical plus rentable que le tourisme balnéaire. La santé attire, expertise tunisienne, opération à moindre coût et pas de contrainte de visa.